les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Dubreton, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle de la place de l'agriculture dans notre société et particulièrement au sein des partis politiques. Les enjeux agricoles et agroalimentaires sont-ils sexy en politique? Bienvenue à Zone Agricole. L'agriculture, c'est une part importante du PIB du Québec. Cela entraîne aussi des enjeux sur l'occupation du territoire. Le thème des régions est séducteur pour parler au lectorat à chaque élection, mais le monde rural et le monde agricole en ont-ils pour leur argent une fois les élections passées? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'ancien attaché de presse de Jean Garon, Simon Bégin, et Émilise Lessard-Terrien, ancienne co-chef de Québec solidaire et nouvellement chroniqueuse au Journal de Montréal. Aujourd'hui, évidemment, Guy Duval fera sa revue de presse, Yann Turmine fera son coup de gueule. Et pour la mise en contexte, on innove un peu puisqu'on reçoit Michel Saint-Pierre qui ne sera pas dans la grande entrevue mais dans la mise en contexte. Alors Michel, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi. Alors, mais l'idée, Michel, de la mise en contexte, c'est parce que tu as vécu 50 ans d'agriculture en fait professionnelle et on voulait savoir comment ça se passait, c'était quoi la place de l'agriculture dans les partis politiques au XXe siècle. Oui. J'ai aussi passé une vingtaine d'années assez proche du milieu politique. Alors pour avoir une petite idée, quelle est la place, quelle place occupe l'agriculture et aussi les enjeux du monde rural dans notre univers politique? J'ai choisi de commencer par quelque chose qu'on connaît. On parle de plus en plus de la question de l'urne, souvent. Hein? Aujourd'hui, expression qui n'existait pas à l'époque, mais question de l'urne, c'est, quels sont les sujets qui pourraient, à la rigueur, influencer un électeur le jour du vote, là. Le référendum, la question, va-t-il en avoir un ou pas, c'est un enjeu de ce type-là. Ou encore, dans les nouvelles d'aujourd'hui, si on parlait d'immigration, si on parlait par exemple, comment ça s'appelle, là, les demandeurs d'asile, là, qui est le terme assez courant, ça serait un sujet d'actualité. La question à savoir, est-ce que l'agriculture a déjà été une question de l'urne? En tout cas, dans les années récentes, certainement pas, là, on aurait à peine à imaginer, mais si on remonte un peu, dans les années 50, dans les années 60. Oui, dans les années même un peu avant. Le tournant de la guerre, par exemple, une question comme le crédit agricole. Va-t-on maintenir le crédit agricole? La question se posait. Le clergé était assez opposé parce que ça endettait nos fermes. C'était une question qui a été débattue. Et c'est à l'époque, peut-être, des premiers ministres Godbout ou Duplessis dans cette période-là. La question de l'électrification rurale, on a peine à imaginer aujourd'hui, mais c'était ça, les demandes des producteurs agricoles. Je vais avoir de l'électricité dans mon coin. Ça ne marche pas, une trailleuse, un système de traite, pas d'électricité. Hein? Alors... Est-ce que le contexte régional ou national était traité de la même façon? Est-ce qu'on avait une vision de l'agriculture aussi au niveau provincial et national aussi à l'époque? Au niveau provincial, j'ai pas l'impression, sauf qu'on en parlait évidemment sur toutes les tribunes. Il y avait toujours une salutation au monde rural, mais sur véritablement les questions de fond, je dirais pas. Par contre, si on remonte maintenant, à partir de ces années-là, on s'aperçoit que la population a changé complètement, on a urbanisé, et là, il est assez peu probable qu'on entende, à bref échéance en tout cas, une question directement sur l'agriculture ou le monde rural. Ça ne veut pas dire que le poids politique, et ça, je pense que c'est important de le dire, ça ne veut pas dire que le poids politique a changé. Loin de là. L'agriculture occupe un poids beaucoup, beaucoup plus important comme poids politique que son poids démographique. En démographie, on parle de 2 ou 3 % de la population. Mais dans le poids politique, là, parlez-en aux politiciens d'aujourd'hui, les premiers ministres qui sont succédés, que j'ai connus, là. Il y a encore une crainte La question, c'était « touche pas à l'agriculture ». Touche pas, là, fais pas...
j'y pas. L'expression, c'est... fait pas mal à ça, là. En lien avec le lobbying syndical, j'imagine un peu? Ben, voilà. Quelles sont les raisons qui expliqueraient ça, là, cette chose-là? Bien, les raisons sont plusieurs. D'une part, la population des villes donne son appui inconsidéré, son appui total au monde rural, aux agriculteurs. Dès qu'il y a une question, dès qu'il y a une situation de malaise comme on a vécu récemment. Là, c'est ce qu'on va développer à l'instant, après la revue de presse de Guy Duval, avec Simon Bégin et Émilie Lessard-Terrien. Merci Michel. Alors, Guy, te voici pour la revue de presse. Alors déjà, bonne nouvelle, tu as tué l'orignal. Oui, c'est fait depuis... On en a parlé il y a quelques semaines. C'est fait depuis hier, 16 heures. Oui. En plus de tuer l'orignal, tu as eu le temps de sortir un peu. Tu es allé au lancement du livre « Notre agriculture à la dérive ». Oui, absolument. J'étais à la semaine passée, jeudi passé, au lancement du livre « Notre agriculture à la dérive ». Alors, c'est un livre qui a été dédié à M. Jean Pronovost. Jean Pronovost, c'est qui? Bien, c'est la commission Pronovost, dont le rapport est sorti en 2008 sur l'agriculture. Et en plus, ça a été le premier président de l'Institut Jean Garon. Et ce livre dit quoi, en fait? Il parle du soutien financier, des changements de programme? Oui, je vais parler des auteurs, parce que les 3 auteurs qui ont écrit ce livre, ce sont des membres du conseil d'administration de l'Institut Jean Garon, dont les 2 coprésidents, Michel Saint-Pierre et Guy de Bailleul. Michel Saint-Pierre, quand même, qui vient de passer ici tantôt, c'est quand même un ancien sous-ministre et un président de la financière agricole. Et Guy de Bailleul, c'est un ingénieur agronome, en plus d'être un professeur associé à l'Université Laval. Et Suzanne Dion, quand même, est géographe. Et elle a participé comme secrétaire générale de la commission sur l'avenir, dont le rapport Pronovost. C'est ça. Donc, ces 3 personnes-là, quand même, c'est 150 ans minimum d'expertise. Ça fait que c'est des gens qui connaissent leur métier. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans le livre? J'ai trouvé des choses intéressantes quand même, parce qu'il faut que les gens, que monsieur tout le monde, puissent comprendre qu'est-ce que c'est le territoire agricole. Puis dans ce livre, moi, je le recommande à toute personne intéressée par l'agriculture, parce que ça donne vraiment l'état de la situation. Alors, le territoire agricole québécois, c'est très, très petit. C'est 4,7 du territoire, dont la moitié est en friche. Ça, il faut bien comprendre ça. Alors, pour montrer que c'est petit, en France, c'est 55 du territoire français qui est cultivable et 44 pour les Américains. Ouais. Alors, 89 des terres agricoles du Québec sont possédées par des producteurs agricoles, puis 11 par des gens qui ne le cultivent pas. Donc, l'histoire des Chinois qui avaient des terres, c'est un mythe qui court depuis longtemps. Donc, le constat, qu'est-ce que c'est? C'est que la façon dont nous gouvernons notre agriculture depuis 50 ans a des effets pervers sur la capacité de nous nourrir tellement que l'autosuffisance alimentaire est de seulement 40 ici au Québec. Puis 70 des meilleures terres du Québec produisent du maïs grain et du soya qui servent à nourrir quoi? À nourrir les porcs, dont la plupart est exportée. Alors, ce livre-là remet en cause le système. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine. C'est le thème central de l'émission de la semaine prochaine. On pourra parler des changements nécessaires qui ont bloqué l'agriculture depuis les 50 dernières années. Merci, Guy, pour cette revue de presse. Les auteurs, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est que du courage politique. Alors, dans l'entrevue cette semaine sur la place de l'agriculture dans les partis politiques au Québec, on reçoit, une fois n'est pas coutume, Simon Bégin dans la grande entrevue, ancien attaché de presse de Jean Garon. Et il est accompagné en duplex d'Émilie Lessard-Terrien, devenue depuis peu chroniqueuse au Journal de Montréal, bien connue pour avoir été députée QS et co-chef de Québec solidaire. Bonjour Émilie Lessard-Terrien, qui est en Témiscamingue, et bonjour Simon, qui est en Plateau.
Bonjour à vous deux. Dans un premier temps, Simon, peut-être juste nous mettre un peu le contexte. Les régions étaient très, très porteuses dans les années Garon, dans les années 70, dans le cadre de la politique. L'agriculture, les régions, on en parlait beaucoup. Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Ben oui, écoute, si on veut voir un peu l'évolution de la place de l'agriculture dans la politique québécoise, ben, on peut remonter à la Révolution tranquille des années 60. La transition vers une agriculture moins de subsistance, une agriculture plus moderne, plus industrialisée, avait commencé un petit peu avant. En tout cas, la volonté politique de faire cette transition était là. Ça s'est accéléré dans les années 60 sous ce que j'appelle, moi, la première révolution tranquille. Excusez-moi, parce qu'il y en a eu une deuxième, d'après moi, entre 76 et 85, sous Jean Garon. Est-ce qu'il y a eu un désintérêt pour l'agriculture? Progressif. C'est encore très important. Il faut comprendre qu'il y a eu une baisse le poids démographique du monde rural, de l'agriculture, s'est accéléré dans les années 60. Le poids économique aussi, ça demeure important, mais avec la modernisation, l'industrialisation du Québec, le poids économique de l'agriculture a diminué. Mais le poids culturel, le poids sociologique de l'agriculture est toujours demeuré. Alors, Émilie Lessard-Terrien, vous qui avez été, on s'est rencontrés à quelques reprises d'ailleurs au congrès de l'UPA, vous avez été co-chef de Québec solidaire. Comment vous avez vécu le rôle, parce que c'est ça le sujet de l'émission, comment vous avez vécu le rôle de l'agriculture dans les partis politiques? Est-ce qu'on mettait assez de place à l'agriculture dans votre parti, entre autres? Mais je pense qu'il y a toujours matière à faire plus de place à l'agriculture. Pour rebondir un peu sur ce que Simon Bégin disait il y a quelques secondes, oui, il y a eu une déruralisation, en tout cas peut-être une perte de poids démographique au niveau du monde rural en politique, mais j'ai l'impression que les gens côtoient moins aussi d'agriculteurs qu'ils en côtoyaient. Auparavant, on avait un parent, un grand-parent, un oncle, une tante qui était du domaine agricole. Et là, il y a vraiment une espèce de rupture, d'une certaine déconnexion entre la réalité agricole et les élus politiques. Et on dirait qu'on prend ce secteur-là pour acquis. Pourtant, c'est un secteur qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui est en compétition avec le monde entier. Et c'est un secteur qui est absolument névralgique, stratégique. Nourrir sa population, c'est fondamental. Et moi, j'ai toujours trouvé que l'agriculture souffrait de la tension dont elle devrait mériter. Justement, nourrir la population, c'est fondamental. Vous dites, Émilie, et on a vu dans une des chroniques récemment que vous avez fait au Journal de Montréal, vous mettiez de l'avant qu'aujourd'hui encore, les autorités ne respectent pas tout à fait les engagements qu'ils avaient pris en disant il y aura plus de produits québécois dans les institutions publiques. Puis on a vu, vous avez fait une chronique où vous disiez qu'il y a encore des mets chinois qu'on retrouve dans les hôpitaux. Donc, est-ce que, en fait, finalement, les partis politiques ne sont pas en décalage entre leurs discours et les actions qu'ils mènent? Bien, c'est sûr qu'il y a un décalage. Là, le ministre de l'Agriculture, ce qu'il dit, c'est on a demandé aux institutions de se doter de cibles pour augmenter l'apport des produits locaux dans l'institutionnel, mais on demande de se doter de cibles. On n'est pas en train de faire des achats pour approvisionner nos hôpitaux, nos CHSLD, nos écoles avec des produits agricoles. Et tu sais, dans le fond, l'État, là, c'est que c'est un levier. Hein? C'est un levier pour le monde rural. L'État consomme beaucoup de produits locaux à travers ses cafétérias institutionnelles. Après, bon, il y a la question de, oui, augmenter l'apport de ces aliments locaux-là, mais c'est quoi le processus pour nous permettre d'y arriver? Puis en ce moment, avec les gigas appels d'offres, avec la centralisation dans ces appels d'offres-là aussi, c'est beaucoup plus difficile pour un agriculteur d'approvisionner un réseau hospitalier au complet plutôt que si je prends mon petit centre hospitalier qu'on a ici, par exemple, au Témiscamingue, qui pourrait faire affaire avec les producteurs locaux pour alimenter sa cafétéria, mais on n'est plus dans ces ordres de grandeur-là. Maintenant, tout se passe à l'échelle nationale. Ça se passe, c'est des gros volumes et ça, c'est difficile pour nos agriculteurs de tirer leur épingle du jeu là-dedans. Et oui, l'État a un rôle à jouer à ce niveau-là. Alors, je voudrais revenir vers Simon, et puis peut-être vous allez pouvoir réagir, Émilie, tout à l'heure, mais quand on entend parler des régions, moi, j'ai toujours l'impression, quand on est en période d'élection, on a vu la CAQ qui s'est autoproclamée parti des régions à quelques reprises. On a vu le Parti libéral, du temps de Dominique Anglade, nous dire, en fait, que la charte des régions était comme son principal projet. Le Parti québécois s'est toujours prétendu comme étant aussi le parti des agriculteurs et des régions. On dirait que tout le monde est un peu le parti des régions. Comment ça se fait que tout le monde est le parti des régions, mais qu'après, on dit toujours on ne s'occupe pas des régions? Yannick, moi, je dirais que l'agriculture, le monde rural, c'est l'enfant gâté
de la politique au niveau des discours, mais c'est l'enfant pauvre au niveau des résultats. Quand on parcourt les programmes électoraux des différents partis, il y en a des pleines pages de volonté de développer l'autosuffisance, de soutenir les régions rurales, de soutenir l'agriculture de proximité. En fait, les gens, je pense, les politiciens comprennent que même les Québécois de ville, les urbains, ont un attachement à l'agriculture. On ne peut pas avoir un discours non agricole, anti-agricole et espérer séduire les électeurs. Mais en termes d'action, en termes de résultats concrets, je pense qu'il y a beaucoup de la coupe aux lèvres. Les budgets agricoles n'ont pas progressé comme ils auraient dû. On a publié récemment, les membres de l'Institut Jean Garon ont publié récemment un petit livre, Notre agriculture à la dérive, qui démontre que depuis 50 ans, il y a une espèce de blocage, une espèce de statu quo dans les politiques agricoles. C'est comme si les partis politiques considéraient que ce qu'on peut faire de mieux que l'agriculture, c'est que ça reste tranquille, quand ça bouge pas justement, trop. Justement, Émilie, vous qui avez été co-chef de Québec solidaire quelques mois et qui avez été député longtemps, vous avez vu fonctionner, ou d'ailleurs vous avez participé à des congrès de l'UPA, vous avez vu comment ça marchait la machine agricole au Québec. Est-ce que finalement, comme dit Simon, en agriculture, il suffit de parler un peu puis de jamais faire d'action, parce que même si on ne fait pas d'action, ça marche tout seul. Est-ce que c'est un peu ça le résultat au Québec? En agriculture, on parle, on n'agit pas, mais il n'y aura pas de conséquences sur notre carrière. Bien, c'est vrai que le poids démographique des régions ne cesse de fondre. Par contre, dans l'imaginaire collectif, Simon le disait très bien tout à l'heure, il y a une référence culturelle, symbolique qui est forte. Les gens en ville sont quand même attachés à l'idée qu'on se fait des régions, à l'idée de la petite ferme de proximité. Les gens aiment ces discours-là. Mais je pense que le problème, c'est que nos élus viennent souvent des villes, des grandes villes, même dans les régions, ils viennent pas des rangs et des petites municipalités plus excentrées. Mais est-ce que les programmes s'adaptent à l'agriculture nouvelle dont vous parlez? Bien, il y a des petites choses qui sont faites. Là, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des petites choses qui sont faites. Mais le problème, c'est l'absence de vision globale. Puis pour ça, il faut avoir les deux pieds sur le terrain. Puis moi, c'est ce que j'aurais souhaité faire, parce que la question de l'agriculture, c'est pas juste d'alimenter des gens puis de produire la nourriture. C'est une question qui est intimement reliée à l'occupation dynamique de notre territoire. Comment est-ce qu'on veut l'habiter, notre Québec? Comment faire en sorte qu'il y a des gens qui sont partout, qui sont bien enracinés avec des services. Et là, ce à quoi on assiste de plus en plus, c'est comme si dans les régions, on devient des colonies comptoirs qui sont là pour approvisionner une métropole. Puis on voit de plus en plus le phénomène de navettage, de plus en plus en agriculture aussi, donc du fly-in, fly-out, du monde qui vient avec leurs machines cultiver l'été, qui repartent. Mais le reste de l'année, les maisons ne sont pas occupées. Vous dites, Émilie, que vous auriez aimé faire plus pour l'agriculture en politique. Vous avez quitté la vie politique. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre région, de vos participations dans un média majeur comme le Journal de Montréal, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire plus bouger les choses comme chroniqueuse aujourd'hui que comme politicienne? Bien, c'est sûr que c'est des leviers qui sont différents. Puis façonner l'opinion publique, les politiciens peuvent le faire, mais je pense que les médias ont un grand rôle à jouer là-dedans, ne serait-ce que pour semer des graines, puis faire fleurir des nouvelles idées, d'amener ça avec des angles nouveaux. Moi, je me considère très privilégiée d'avoir ces tribunes-là tout en ayant les deux pieds dans mon rang au Témiscamingue, à 850 km de la colline parlementaire, pour ramener cette réalité-là à l'avant-scène, d'avoir des opportunités comme ça de communiquer, puis de dire, hey, en région, là, c'est comme ça que ça se passe, c'est de ça dont on a besoin. Puis ultimement, là, ce qu'on a besoin, c'est de ramener des pouvoirs dans les régions pour qu'on puisse prendre nos décisions à la fois en agriculture, mais dans les autres sphères de la société aussi. Oui, Simon, juste en quelques conclusions, en fait, on parle des médias, l'importance des médias. En 1916-85, il y a eu une véritable politique agricole agressive, progressiste. Il y avait une condition essentielle à ça. Il y a eu un appui du premier ministre René Lévesque. Jean Garon n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait seul sans l'appui de René Lévesque et de Jacques Parizeau. La grande question, est-ce que dans le paysage qu'on a aujourd'hui, il y a un premier ministre ou un aspirant premier ministre qui aurait cette volonté politique de soutenir dans les faits réellement une politique agricole au Québec? Alors, il y a la politique, il y a les médias, comme nous dit Émilie, il y a aussi l'édition avec le livre que vous venez de sortir avec l'Institut Jean Garon et les MEAC. Merci Simon, merci Émilie, c'est tout pour aujourd'hui.
Alors, dans le Zoom économique de cette semaine, on va de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, à Lévis, pour rencontrer Montcartier-Lévis avec Célina Benjamin. Bonjour Célina, vous faites partie de Montcartier-Lévis. Alors, expliquez aux téléspectateurs, j'ai cru comprendre que Montcartier-Lévis, c'est un peu la promotion de Lévis, donc c'est un peu comme une SDC. Nous, on connaît bien la SDC Limoilou, avec qui on collabore souvent ici. C'est un peu le même principe, vous faites la promotion, finalement, de Lévis. Oui, en fait, Montcartier de Lévis, on est un organisme de développement et d'animation commerciale pour les 5 quartiers patrimoniaux de Lévis. J'ai envie de les nommer. On a le Vieux-Lauzon, le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, le Vieux-Charny et le village Saint-Nicolas. Alors, ce sont nos territoires d'action où on s'assure qu'il y a une dynamique commerciale dans ces quartiers-là. Et puis vous représentez donc à la fois des commerces, des producteurs, parce que nous, on vous rencontre parce qu'on a travaillé ensemble, on en parlait tout à l'heure, lors de la venue de la semaine Marc Vera, lors de la venue du chef Vera, on a travaillé avec les producteurs, mais au-delà des producteurs, vous représentez aussi des commerces de Lévis. Oui, en fait, l'ensemble de toutes les entreprises, tous les commerces qui se retrouvent dans les secteurs que je vous ai nommés sont membres de Montcartier de Lévis. Donc, évidemment, ça englobe, on a 256 membres à ce jour, dont les producteurs, entre autres, oui, en effet, dans le secteur Saint-Nicolas, on a plusieurs producteurs. Alors, dont les producteurs, je ne sais pas s'ils font tous partie du chemin de la fraîcheur, mais nous, on appelait ça le chemin de la fraîcheur. Au début, quand on vous a connu, avant de connaître Cartier-Lévis, on avait été interpellé par le chemin de la fraîcheur. C'est comme ça qu'on vous avait amené le chef Marc Vera. C'est quoi le chemin de la fraîcheur? Ça regroupe combien de producteurs, en fait? Oui, en fait, le chemin de la fraîcheur, c'est des producteurs. Il y a un total de 7 producteurs, tous sur le chemin Vire-Crêpe à Saint-Nicolas. Ils accueillent directement à la ferme les visiteurs. Donc, le chemin de la fraîcheur... C'est là qu'on peut faire de la cueillette, en fait, que ce soit pour les pommes ou que ce soit pour les bleuets. C'est là qu'on s'arrête, en fait. Oui, en fait, moi, je m'amuse souvent à dire que le chemin de la fraîcheur, c'est un peu comme le tour de l'île, mais du côté de la rive sud. Oui, c'est un peu le même principe, effectivement. Oui, exactement. Et chaque producteur nous fait vivre une expérience différente. Okay. Puis, vous avez donc participé à la semaine Marc Vera. Comment on réagit, ces producteurs, en fait? Parce que pour vous, c'était particulier. Marc Vera, c'était un chef connu en France, pas nécessairement connu ici, mais nous, on avait l'intention, au-delà du gala qu'on organisait avec lui au Château-Frontenac, de lui faire vraiment rencontrer les producteurs du Québec. Puis, vous l'avez fait d'une façon assez virtuose. En fait, on a vu un grand chapiteau quand on est arrivé, avec des beaux débats sur le bio et des produits. Il a fait des découvertes extraordinaires, en fait, notamment le cidre de feu dont il nous a parlé souvent. Comment ces producteurs-là ont vécu cette rencontre avec le chef, les retombées? Oui, en fait, ça a été une très belle rencontre qui s'est déroulée au Bleuet du Vire-Crêpe, justement, un des 7 producteurs qui fait partie du regroupement du chemin de la fraîcheur. Et ils ont eu la gentillesse de vouloir accueillir cet événement-là. Et pour l'événement, on a tenu à inviter l'ensemble de tous les producteurs agricoles de Saint-Nicolas. Donc, c'est vraiment aller au-delà des producteurs du chemin de la fraîcheur. Ça a débordé la fraîcheur, oui. Et on a eu une réponse très positive. Donc, ce matin-là, ça a été exceptionnel. Un 3 septembre, de pouvoir justement les avoir tous rassemblés ensemble. Ça a été un moment unique. Ça a été de cette façon-là que ça a été vécu par les producteurs. Ça leur a également permis de vivre cette belle expérience-là, de rencontrer un chef qui a une telle... Un tel aura, oui, tout à fait. Une grande renommée, en fait. Et puis, le chef Vera a été très généreux aussi avec chaque producteur. Il a pris le temps de rencontrer chaque producteur, de l'écouter et de goûter, parce que chaque producteur avait évidemment ses produits à faire déguster. Et puis, ça a donné lieu à des beaux échanges là, entre le chef et les producteurs. Alors, on invite les spectateurs à vous rencontrer sur le chemin de la fraîcheur. En fait, dans les prochaines semaines, vous êtes ouverts, je pense, assez régulièrement les week-ends. Oui, le chemin de la fraîcheur, tout à fait, est ouvert en saison. Et puis, la saison est encore très bonne actuellement. Jusqu'à la fin octobre, là, il y a plusieurs producteurs qui sont encore ouverts. Oui. Merci. Merci. Alors Yann, tu as entendu tous ces intervenants nous parler de la place de l'agriculture dans les partis politiques. Est-ce qu'on peut espérer mieux pour 2024 et les années à venir?
Je pense pas. Effectivement, l'agriculture, nos invités ont démontré que l'agriculture est assez importante. Même au niveau culturel, je pense que la place dans la culture québécoise de l'agriculture est assez importante. On a une tradition agricole, on a des producteurs de très grande qualité, et ça depuis très, très, très longtemps. Puis je pense quand on se compare, on n'a rien à regretter, là. On a une très belle tradition agricole. Cependant, depuis pratiquement une trentaine d'années, c'est la politique du maintien des acquis. Et ça, c'est nocif pour le développement, pour l'avenir de l'agriculture. Des partis politiques qui ont essentiellement fait toutes sortes de programmes qui ont maintenu des acquis de différents groupes. Puis je pense le gros éléphant dans la pièce actuellement, c'est l'industrie porcine, le porc. Il faudrait évaluer cette production-là. Elle gobe essentiellement une grande partie là, des ressources monétaires en agriculture de soutien. Cet argent-là pourrait être peut-être mieux utilisé pour l'avenir de l'agriculture. Pour diversifier l'agriculture? Bien, diversifier. Et l'agriculture n'est pas morte. Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des initiatives très intéressantes, incluant dans le porc. Il y a des initiatives très importantes qui mériteraient du soutien. Les changements climatiques aussi. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Dernièrement, on a visité, lors de la visite du chef Vera, la ferme des Quatre Tins, qui est de l'argent totalement privé. C'est M. Desmarais qui a une vision de l'agriculture et qui a mis de l'argent pour développer un nouveau système agricole. Très, très, très intéressant. Mais ça risque de rester tout ça anecdotique parce que tout l'argent gouvernemental, les politiques agricoles, sont dirigés vers le maintien des acquis et non pas vers de nouvelles choses, ces initiatives-là qui mériteraient de grandir, qui sont l'avenir de l'agriculture. Or, c'est un peu le problème actuel, là, il va falloir qu'on se pose des questions puis qu'on évalue un peu ce qui s'est fait dans les 30 et 40 dernières années. De toute façon, la semaine prochaine, on aura l'occasion de continuer sur ce sujet passionnant avec le livre Notre agriculture à la dérive. Effectivement, on en parle la semaine prochaine. Merci de nous suivre sur Zone Agricole et vous pouvez nous suivre sur lavieagricole.com également. Les céréaliers du Québec, le MAPAC, Unox et Du Breton, fiers partenaires de Zone Agricole.